sous les étoiles exactement. À Montaigu, la nuit est tombée sur le village endormi. Dehors souffle le froid de l'hiver du Jura. Sous les étoiles exactement, et l'année nouvelle commence. Dans les précédents épisodes, nous avons évoqué le triangle des belles d'été, Orion, les Gémeaux. Cette fin février, début mars, le Taureau serait une belle destination, car il se montre bien dans le ciel de février. Oh chic! Moi j'adore trop les taureaux. Mon frère il me dit des trucs sur les taureaux, mais moi, même pas peur. Oui, mais dans la constellation du Taureau, il y a actuellement, au jour d'aujourd'hui, la planète Jupiter, alors ça nous embrouille un peu. On va donc plutôt s'intéresser à la constellation du Cocher. Elle est là. C'est une constellation bien visible, dont pourtant on parle peu. Sa principale étoile est Capella. C'est la 6e plus brillante dans le ciel, et c'est la 4e dans l'hémisphère qui nous est accessible chez nous, c'est-à-dire l'hémisphère nord. On la voit très bien, à droite des Gémeaux et au-dessus du Taureau. Oui, mais au-dessus, dans le ciel, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est vrai, mais elle est là. Je te l'entoure en vert pour que tu ne la rates pas. C'est Alpha du Cocher. Alpha parce que c'est la première lettre de l'alphabet grec et que Capella est la plus lumineuse de la constellation. Elle est assez proche de nous, à 43 années-lumière. La deuxième est bien sûr Bêta du Cocher. Et son nom est Mancalinan, ce qui signifie, quand les Arabes l'ont nommé au IXe siècle, l'épaule du cocher. Elle est à 81 années-lumière, c'est 2 fois plus loin que Capella. C'est un peu pour cette raison que sa luminosité est moins vive, alors que pourtant elle brille 95 fois plus que le Soleil, alors que Capella brille seulement, entre guillemets, 79 fois plus que notre Soleil. Voyez, ben dis donc, mais dis, tu causes, mais tu ne nous as pas dit quel était le sommaire ce mois-ci. Tu as raison, Chloé. Nous aurons ce mois-ci la constellation du Cocher avec son étoile principale Capella. Nous en profiterons pour parler de la distance des étoiles. Nous parlerons des légendes du Cocher et de Capella, la chèvre et ses chevrettes. Nous évoquerons la couleur des étoiles, car les étoiles ont une couleur, et ce que signifie cette couleur. Ce sera l'occasion d'un petit tour vers Orion et Bételgeuse, l'étoile principale et bien mystérieuse d'Orion. Et nous finirons par contempler le bel alignement planétaire de février, qui ne devrait pas se reproduire avant 2161. Oh là là, c'est copieux. Tu n'as pas peur que certains s'endorment et qu'on en perde en route? Nous verrons bien. Commençons par la constellation du Cocher. On ne peut pas la rater avec son beau polygone plein sud. Comme tu t'en doutes, elle a donné lieu à bien des représentations chez les anciens. Sous les étoiles, exactement, dans le ciel de Montaigu, brille Capella, la plus belle étoile du Cocher. Sous les étoiles, exactement, la nuit tombe sur le village endormi.
sous les étoiles exactement, dans le ciel de Montaigu, brille Capella, la plus belle étoile du cocher. Sous les étoiles, exactement. Phaéton était le fils du dieu Soleil. Il s'en était vanté auprès de son copain Épaphos. Mais Épaphos était mort de rire et l'avait traité de kéké. Phaéton était très vexé. Il demande à son père de lui prêter le char du Soleil. Oh, juste un jour, pour faire une petite démo à son copain, histoire de le convaincre. Le Soleil lui accorde cette faveur. Seulement voilà, un char solaire, ça n'est pas une mobilette. Et Phaéton, qui veut faire le malin et faire des roues avec le char solaire, affole complètement les chevaux qui tirent le char, habitués à être beaucoup mieux guidés. Les chevaux paniquent, galopent dans tous les sens, propagent le feu à la terre entière. Zeus, qui assiste à ce désastre du haut de sa colline, décide de foudroyer Phaéton pendant qu'il est encore temps, et il terminera lamentablement au grand désarroi de ses fans. Voilà pour la constellation du cocher. Quant à Capella, la petite chèvre, c'est la chèvre amaltée qui, chez les Grecs, a été la nourrice de Zeus, qu'on avait cachée de son père. Zeus a cassé une de ses cornes et en a fait la fameuse corne d'abondance. Ainsi, il buvait son lait et aussi le nectar et l'ambroisie qui coulaient de ses cornes. Tout ça est très riche en vitamines et en sels minéraux et contribua à en faire le dieu suprême des Grecs. C'est pas le tout, mais tu avais dit les distances. C'est parce qu'elle est près de nous qu'elle brille autant, Capella? Ou c'est plutôt parce qu'elle est très allumée comme étoile? C'est vrai. Parlons donc des distances. Dans le ciel, on voit toutes les étoiles comme si elles étaient sur un même plan, un peu comme si, dans ta chambre, tu regardais la tapisserie du ciel sur les murs. Toutes les étoiles de la tapisserie te paraissent à la même distance, mais dans le ciel, c'est très différent. Si on regarde deux étoiles qui nous paraissent semblables, peut-être l'une est relativement proche et l'autre peut-être 100 fois plus éloignée. Il suffit que celle qui est très éloignée soit beaucoup plus grosse et beaucoup plus lumineuse pour qu'elle paraisse très ressemblante à celle qui est la plus proche. Bon. Je viens mettre mon grain de sel parce qu'il n'y a que des filles ici. Ça n'est pas faux. Tu vois. Tu dis comme moi. Je voulais te demander, la brillance d'une étoile? C'est bien ça qu'on appelle sa magnitude? Si l'on regarde la constellation du Cygne, nous la verrons mieux dans quelques mois dans le ciel d'été. On ne voit guère de différence entre Déneb et Albireo. C'est même Albireo qui paraît moins lumineuse. Et pourtant, elle est beaucoup plus près que Déneb. Mais Déneb compense sa distance par une luminosité très forte, beaucoup plus forte qu'Albireo. Donc on ne peut pas se fier à la luminosité d'une étoile, à sa magnitude pour évaluer sa distance. Mais revenons à Capella et à la constellation du cocher pour étudier la distance de ces principales étoiles par rapport à nous. J'ai essayé de te faire un schéma pour montrer la distance des étoiles. Premier constat, elles sont loin d'être toutes à la même distance. Mais je te laisse quelques instants pour comparer la distance de toutes ces étoiles en musique.
exactement dans le ciel de Montaigu. Brille Capella, la plus belle étoile du cocher. Sous les étoiles, exactement, la nuit tombe sur le village endormi. Il faudrait quand même nous dire, c'est quoi d'après toi une année-lumière? Bonne question, Fredo. On dit année-lumière, mais on pourrait croire que c'est pour mesurer le temps. Eh bien, pas du tout. Moi, je savais. Si, c'est vrai. En réalité, une année-lumière, c'est une unité de distance, comme le kilomètre ou le tour de piste. Le son, l'onde sonore, le bruit, se déplace dans l'air à 300 mètres par seconde. Si l'on voit un éclair et que le son nous arrive 6 secondes après l'éclair, c'est que l'éclair de l'orage s'est produit à 6 fois 300 mètres, donc à 1,8 km de nous, l'observateur. Mais l'onde lumineuse de l'éclair n'est pas plus instantanée que le son. Simplement, la lumière se déplace beaucoup plus vite. Mais elle n'est pas instantanée. La lumière se déplace à 300 000 km/s. Si l'éclair, dans notre exemple, est à 1,8 km, à 300 000 km/s, on aura l'impression de le voir de façon quasi instantanée. Mais si une étoile est à 150 millions de kilomètres, c'est le cas du Soleil, qui est notre étoile, alors il faudra 8 minutes et demie pour que la lumière du Soleil arrive jusqu'à nous. Quand on dit qu'une étoile est à 8 années-lumière, on dit par là que la lumière de cette étoile a mis 8 ans pour parvenir jusqu'à nous. Autrement dit, la lumière qu'on voit de cette étoile est la lumière que l'étoile a émise il y a 8 ans. Et une étoile comme Capella, à 43 années-lumière, a émis la lumière que l'on voit d'elle aujourd'hui il y a 43 ans, en 1982. Ah, 1982, c'est loin. Michel Drucker lance une nouvelle émission, Champs-Élysées. Dorothée chante « Ouh, la menteuse !» et Jean-Jacques Goldman chante « Quand la musique est bonne ». Et c'est qui donc en fait, ce Jean-Jacques Goldman? C'est une vieille histoire, mais tu n'étais pas né et ça montre bien si la lumière qui semble instantanée a besoin de beaucoup de temps pour voyager dans l'immense univers. Donc, en résumé, une année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres. Une distance telle qu'on a bien du mal à se la représenter. Les étoiles sont vraiment très lointaines, on a bien compris, mais tu avais dit aussi que tu nous parlerais de leur couleur. Moi je crois que toutes les étoiles sont blanches. Tu te trompes, Chloé. C'est vrai que si l'on regarde un peu vite et sans avoir pris le temps de s'habituer à la nuit noire, on peut avoir cette impression que toutes les étoiles sont blanches. Mais si l'on y regarde de plus près, on va vite voir des étoiles blanches, c'est vrai, mais aussi des bleus, des oranges, presque rouges, et des étoiles jaunes. Un exemple d'étoile jaune, c'est notre Soleil. Cette différence de couleur entre les étoiles ne vient pas d'un caprice, mais c'est la température des étoiles qui dicte leur couleur. Les étoiles, très chaudes en surface, 20 000 degrés, parfois jusqu'à 40 000, sont bleues. Celles qui ont en surface une température plutôt de 10 000 degrés
sont blanches. Les étoiles aux environs de 5500 degrés, comme c'est le cas de notre Soleil, sont jaunes. Et les étoiles froides, tu as compris que froide c'est une façon de parler, on devrait dire plutôt les moins chaudes. Celles qui sont vers 4000 degrés sont oranges et parfois même rouges pour les rares étoiles qui descendent entre 2000 et 3000 degrés. Attention, on ne parle que de leur température de surface, car dans le cœur du Soleil, la température atteint 15 millions de degrés. Il en est de même à quelque chose près pour toutes les étoiles. Donc, en résumé, et en schématisant, les étoiles très chaudes sont bleues, les étoiles plus froides sont rouges. C'est le contraire de nos robinets de salle de bain. Prenons garde de ne pas nous tromper, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur. On le comprend mieux si on regarde une flamme. La partie la plus chaude est bleue, et à mesure qu'on s'éloigne de la source qui émet la flamme, elle se refroidit et devient jaune, puis rouge, comme on peut le voir ici. Moi j'ai parié un sachet de Smarties avec Adrien, que tu peux nous en montrer des étoiles rouges et des étoiles bleues. Alors? Tu peux? Oui, bien sûr. On va les voir de plus près du côté de la constellation d'Orion. On a, au-dessus d'Orion, la constellation du Taureau avec Aldébaran, étoile orangée parce que sa température de surface n'est que de 3640 degrés. En bas à gauche, on a Procyon, qui est bleu parce que sa température est de 6400 degrés. Mais dans Orion lui-même, on a Bételgeuse, très rouge, parce qu'elle n'est qu'à 3300 degrés, et Rigel, qui est plutôt bleue, parce que très chaude, à 10 700 degrés Celsius. Voyez. Ben dis donc, c'est vraiment beaucoup. Et même ça fait peur. Mais je le redis, ce n'est que la température de surface. Quand les réactions nucléaires produites dans le noyau ont déjà eu le temps de se refroidir. Pour les étoiles, on a compris. Mais tu avais dit aussi ce mois-ci, un alignement de planètes? Il est comme ça, Max. Tu lui prêtes ton crayon, il veut aussi ta gomme. Oui, nous allons avoir, fin février, début mars, un alignement planétaire comme il en existe très rarement. Mais il faudra être vigilant et regarder dès le coucher du Soleil. 7 planètes seront alignées après le coucher du Soleil. Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Et le 28 février, c'est la nouvelle lune, et l'on n'est donc pas gêné par la lumière lunaire. C'est une grande chance. Mais pas d'emballement. Mercure, Vénus, Jupiter et Mars seront facilement visibles à l'œil nu. Pour Uranus et Neptune, qui sont placés bien plus loin dans le système solaire, il est préférable d'avoir de bonnes jumelles ou même un petit télescope. Pour Saturne, plus proche et plus grosse, ce devrait être facile, mais ça ne sera pas le cas parce que Saturne sera très proche du Soleil et donc elle aura bien du mal à se montrer. Mars sera facile à voir, elle est rouge et elle est très haut dans le ciel du côté des Gémeaux. Jupiter sera dans la constellation du Taureau,
à peine plus bas sur l'horizon. Pour Uranus, des jumelles sont conseillées. La plus brillante ce soir, c'est Vénus du côté de l'horizon ouest. Attention, elle va vite disparaître quand la nuit avance. Si vous avez raté la séance, pas de panique. Il y aura un alignement planétaire le 8 septembre 2040 et un autre le 15 mars 2080. Oui, je sais, c'est un peu loin. Donc profitons bien de l'alignement de fin février, début mars 2025, même s'il n'est pas tout à fait complet. Comment ça s'explique un alignement planétaire? Et pourquoi il n'y en a pas tous les mois? Ou au moins une fois par an? Il est comme ça, Max. Tu lui prêtes ton crayon, il veut aussi ta gomme. Fanny, on ne critique pas les copains sur cette chaîne. Bon, les planètes tournent sur des ellipses autour du Soleil. Elles tournent à des vitesses différentes. Il y en a donc un peu partout sur leurs orbites. Imaginons un vélodrome sur lequel les coureurs ont des vitesses très différentes. Un champion va à 60 à l'heure, un autre à 50 à l'heure, un autre à 40, un autre à 30 et un autre à 20. Évidemment, n'allant pas tous à la même vitesse, ces coureurs sont un peu partout répartis sur la piste. Mais si l'on est patient, on verra, très rarement, mais quand même parfois, les coureurs tous du même côté de la piste et tous côte à côte. Ils se seront rattrapés les uns les autres, et les voilà un court instant, tous ensemble. Belle photo. Mais il faudra faire vite, car ça ne dure pas, car comme ils continuent sur la piste avec leurs vitesses toutes différentes, les voilà bien vite éparpillés à nouveau, et il faudra longtemps, très longtemps, pour que se renouvelle ce moment exceptionnel où ils sont tous côte à côte. C'est ça le principe de l'alignement planétaire, les planètes côte à côte. Nous aurons un alignement le 28 février 2025, peu après le coucher du soleil. Merci. C'est bien expliqué. Et si ça se trouve, même Max aura compris. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, on peut se retrouver avec toute la bande le dernier jour de mars 2025, le 31. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le ciel du Jura, et de partout ailleurs aussi bien sûr. Sous les étoiles, exactement, la nuit berce les doux Mais dis rêves. donc, c'était beaucoup trop long cet épisode. Oui, je sais, mais en février, il n'y a que 28 jours, alors j'ai pas eu le temps de raccourcir. Lune en phare, douce gardienne, les ombres dansent lentement dans les ruelles anciennes. Sous les étoiles, exactement, un souffle d'air qui murmure les souvenirs de nos serments. S'éclipse comme une aventure, les chats errants passent furtivement.